Bonjour chers amis, chers collègues, merci pour la présentation. Euh, c'est vrai qu'avec les collègues de bureau, nous avons choisi le thème des maladies musculaires acquises parce qu'effectivement, comme a dit Cheikh Khalidi, ça reste un petit peu marginalisé. Et puis, c'est une réalité que les neurologues ont à voir ce genre de malades et en fait savoir un peu comment diagnostiquer et aussi comment prendre en charge sur le plan thérapeutique. Alors moi, je vais parler des myopathies inflammatoires ou myosites en insistant sur les aspects diagnostiques et thérapeutiques actuels. Donc, comme vous le savez, les myosites ou myopathies inflammatoires, c'est un groupe de maladies inflammatoires et auto-immunes musculaires qui est assez hétérogène. Les malades peuvent avoir des atteintes purement musculaires ou bien associées à des atteintes cutanéo-muqueuses ou plus systémiques. Alors, il y a un spectre pathologique qui est assez large, il y a de nombreuses classifications qui se basent sur les aspects aussi bien cliniques, mais surtout histologie et immunologie. Et je pense que c'est un petit peu sur ça que je vais insister parce que les neurologues doivent être au fait de cela pour pouvoir mieux diagnostiquer et mieux adapter les traitements. Alors il y a actuellement dans la majorité des articles actuels 5 sous-groupes de myopathies inflammatoires, les dermatomyosites, les myosites de chevauchement, les myosites nécrosantes auto-immunes, les myosites à inclusion et puis les myosites non spécifiques qu'on appelait également polymyosites. Quelques mots d'épidémiologie. C'est une maladie rare bien sûr, avec surtout pour les dermatomyosites qui sont les plus fréquentes, une prévalence de 1 à 6 cas par 100 000 habitants. Les plus fréquentes sont les dermatomyosites, suivies par les myosites de chevauchement et puis plus rares sont les formes nécrosantes et les myosites à inclusion. Ça touche beaucoup plus les femmes avec un pic de fréquence entre 40 et 50 ans et on définit les formes juvéniles quand ça commence entre l'âge de 5 et 15 ans. Le syndrome musculaire, vous le connaissez très bien, ça se résume à une faiblesse musculaire associée souvent à des myalgies. Ça concerne principalement les muscles proximaux, beaucoup plus les membres inférieurs, ça prédomine sur les membres inférieurs, sur la ceinture pelvienne. Ça peut quand même concerner, on va voir ça dans des cas cliniques, les muscles extenseurs du cou avec la tête tombante. Et la myotrophie est assez rare, ça se voit dans les formes surtout chroniques. Le début est souvent subaigu. Certains malades peuvent installer leurs symptômes de façon aiguë ou chronique. Et ça va se manifester, la plainte sera principalement difficulté à courir, à se relever de la position assise, à monter les escaliers, à soulever les bras, donc c'est les atteintes proximales habituelles. Les malades peuvent avoir pas de myalgie ou bien des myalgies très intenses, surtout dans les formes aiguës et infantiles. Et comme vous le savez très bien, un bon pourcentage de malades peuvent avoir une dysphagie, parfois associée à une dysphonie, par atteinte des muscles pharyngolaryngés et du haut de l'œsophage, et assez exceptionnellement une atteinte des muscles respiratoires. Les muscles oculomoteurs sont souvent épargnés. Alors les signes cutanés sont intéressants à connaître parce qu'en fait dès qu'on les a, c'est caractéristique et ça vous permet facilement de faire le diagnostic de dermatomyosite quand le patient a une atteinte musculaire. Mais vous conviendrez avec moi que ces malades-là, en fait, ils n'atterrissent pas souvent chez le neurologue. Ils vont plutôt chez le dermatologue, le médecin interniste, etc. Alors, leur existence va faciliter le diagnostic. C'est juste pour vous rappeler l'érythème héliotrope en aile de papillon, autour des yeux, parfois même au niveau des joues. Les lésions qu'on a au niveau des surfaces d'extension articulaire, ça peut être les coudes, les genoux. Et ici, au niveau des mains, ça s'appelle les papules de Gautron, qui peuvent être parfois discrètes, donc il faut les chercher, les lésions cutanées. On peut avoir des lésions péri-inguéales ici, dans certaines formes assez aiguës et très inflammatoires. Les mains de mécaniciens qui caractérisent le syndrome des antisynthétases. Et puis, surtout chez l'enfant, on peut avoir une calcinose sous-cutanée qui va prédominer là aussi sur les surfaces d'extension des articulations. Alors ça, c'est une patiente qu'on a vue il y a à peu près un mois au service.
Les lésions cutanées, il faut vraiment les chercher parce que chez elle, on aurait pu dire c'est rien du tout. Hein. Elle a quand même des lésions un peu érythémateuses, un petit peu pigmentées au niveau des genoux, des coudes. Elle a l'érythème facial caractéristique et ça descend très souvent sur le décolleté. Elle a quelques papules de Gautran qui étaient en cours de cicatrisation quand on l'a vu. Donc on peut très bien ne pas en tenir compte. Donc là, mon message, c'est qu'il faut toujours, chez des malades avec... En général, en neurologie, il faut examiner la peau. Et chez des malades avec un syndrome musculaire, il faut examiner la peau. Alors cette malade avait aussi une faiblesse des muscles extenseurs du cou. Et en fait, il ne faut pas s'attendre à avoir la chute de la tête qui témoigne d'une faiblesse très importante. Mais là, elle a en fait une petite faiblesse des muscles du cou, ça se voit. Elle a une difficulté à soulever la tête et elle avait aussi une difficulté avec en fait, l'extension contre résistance. Et c'est assez classique d'avoir une atteinte de ces muscles-là dans les myopathies inflammatoires. Les signes systémiques sont assez variés, surtout l'atteinte respiratoire, sous forme surtout de pneumopathie interstitielle. Et vous allez voir que ça grève le pronostic. Dès qu'on a une atteinte respiratoire, on s'attend à une désescalade thérapeutique assez importante. Et bien sûr, on peut avoir l'atteinte articulaire, sclérodermie, syndrome sec, exceptionnellement atteinte cardiaque, et puis les autres signes des connectivites quand on est dans des syndromes de chevauchement. Donc en fait, on a dans les regroupements des signes cliniques le syndrome musculaire, comme on l'a décrit. Quand ça débute avant l'âge de 18 ans, ça définit les formes juvéniles. Et ce syndrome musculaire va être associé de façon très variée aux signes cutanés, à l'existence de l'atteinte pulmonaire, l'atteinte articulaire. L'atteinte cutanée, c'est dominé par la sclérodermie, où on peut avoir les autres signes de connectivite. Et l'association de façon très variable à ces signes va donner des tableaux très variés, avec des entités cliniques différentes qui expliquent un petit peu la confusion des classifications qu'on trouve dans les articles. Donc on a la dermatomyosite, on a l'association des deux de façon évidente. Il y a des formes qui sont purement cutanées pulmonaires et articulaires, des formes cutanées pures, sans atteinte musculaire. Il y a les formes juvéniles, on les a définies ici. La scléromyosite, sclérodermie plus myosite, je dirais que dans les syndromes de chevauchement, c'est un peu les plus fréquentes et c'est celles qu'on voit, parce que nous en EMG, on les voit pour l'exploration, les connectivites mixtes. Et puis j'ai mis en rouge celles qui prendront comme porte d'entrée le neurologue en fait. Ce sont les formes musculaires pures et les myosites à inclusion. On va en parler tout à l'heure avec une atteinte d'un certain groupe musculaire particulier. Donc c'est une pathologie qui va concerner plusieurs spécialités, rhumatologues, internistes, etc. Donc en fait, ceux qui vont atterrir chez nous, ce sont ces formes-là, et puis aussi certaines dermatomyosites où les signes cutanés peuvent être discrets, donc il faut quand même savoir les chercher parce que ça facilite largement le diagnostic. Alors à chaque étape, je vais poser les diagnostics différentiels qui se posent, et si on prend ce syndrome musculaire comme on l'a vu, il y a un certain nombre de diagnostics différentiels qui se posent avec toutes les autres maladies musculaires, en fait, en particulier infectieuses parce qu'on est devant des tableaux aigus avec myalgie, toxiques, les myopathies d'origine génétique et principalement les dystrophies musculaires. Ça va être en fait la discussion qu'on va faire dans l'un des cas cliniques didactiques qu'on va voir. Et puis un certain nombre de myopathies métaboliques dans le cas de dysthyroïdie, etc. Donc à l'étape du syndrome musculaire, on va raisonner par l'âge de survenue. C'est beaucoup plus jeune dans les formes génétiques. Sur le mode évolutif aussi, l'existence d'une histoire familiale et puis aussi la distribution de l'atteinte musculaire qui peut être tellement particulière qu'elle peut nous orienter vers un type de maladie musculaire génétique ou bien myosite à inclusion. Et puis bien sûr, si on a des signes extramusculaires, ils vont nous orienter mieux pour certaines formes, qu'elles soient métaboliques ou bien myopathie inflammatoire. Le diagnostic biologique, déjà de routine, se base principalement sur le dosage des enzymes musculaires et en particulier les créatines kinases. On peut aussi doser les LDH et les transaminases.
Et puis, il y a le bilan immunologique que je vais détailler plus loin, mais bien sûr, on sait depuis plusieurs années que pour les antisynthétases, on va demander les anti-JO1, mais vous allez voir qu'il y a tout un panel myosite avec des anticorps spécifiques aux myosites qu'il devient très important de rechercher maintenant quand on suspecte le diagnostic. Alors, à cette étape-là de CPK élevé, il y a aussi des diagnostics différentiels. Et ceci, je ne vais pas m'étendre dessus parce que le professeur Rafi va en parler, des différentes étiologies à voir quand on a une augmentation des CPK qui est définie par un taux supérieur à 3 à 5 fois la normale sur 2 dosages successifs. Et donc, vous avez là toute la liste possible de maladies qui peuvent augmenter les CPK. Et pour faire la part des choses, on utilise ici le raisonnement clinique avec le NMG et le bilan biologique pour faire la part des choses. Le diagnostic ENMG dans les myopathies inflammatoires, la conduction nerveuse motrice et sensitive est souvent normale, mais dans les myosites de chevauchement, on peut avoir des anomalies de conduction avec la présence de quelques neuropathies sensitives modérées, mais on a l'habitude de les trouver chez les malades qui ont des tableaux de scléromyosite ou myosite dans le cadre d'un lupus. L'EMG de détection est très informatif parce qu'il va mettre en évidence une activité de repos qui peut être riche, témoignant d'un processus de nécrose musculaire, mais cette activité de repos peut être absente. Et le tracé d'effort est myogène avec, on va voir tout à l'heure, une caractéristique des potentiels d'unité motrice qui peut être très évocatrice de myosite. Là, c'est juste pour vous rappeler le tracé à l'effort normal interférentiel. Ici, c'est le tracé neurogène. Ici, c'est le tracé myogène avec les amplitudes faibles, les potentiels qui sont de durée courte et qui sont très polyphasiques. Voilà ce qu'on a très souvent dans des tableaux de myosite assez actifs avec un processus de nécrose musculaire important. C'est une activité de repos très riche ici. Des ondes positives avec quelques potentiels de fibrillation. On peut avoir des salves répétitives complexes. Là, c'est dans le muscle quadriceps. Et là, en général, quand on est devant une forte suspicion de myosite, c'est quelque chose qui appuie beaucoup le diagnostic. Alors maintenant, le NMG n'est pas du tout spécifique. Les anomalies de repos ne sont pas du tout spécifiques et elles témoignent en fait d'un processus de nécrose ou de dénervation active très importante. Donc, il n'y a absolument rien de spécifique. On peut l'avoir dans une atteinte infectieuse, inflammatoire, toxique, dystrophique, voilà. Et l'EMG à l'effort aussi n'est pas du tout spécifique parce qu'on a ces aspects que je vous ai montrés, quelle que soit l'origine de l'atteinte musculaire. Maintenant, on fait en EMG un raisonnement avec la clinique. Et quand on a une forte suspicion de myosite avec une activité de repos très riche, témoignant d'un processus de nécrose important, et surtout quand on a ces potentiels polyphasiques déchiquetés, comme c'est montré ici, en général, on se permet de mettre dans la conclusion qu'il y a une atteinte myogène de type myosite parce qu'on a une clinique très évocatrice. Mais j'insiste que ce n'est pas spécifique. Alors l'IRM musculaire est aussi un outil diagnostique qui devient incontournable dans le diagnostic des myosites. Voici les techniques que le radiologue doit faire. Des coupes axiales sur les jambes, les cuisses, le bassin, bras et scapulaire avec les séquences T1 spinéco STIR et T1 spinéco FATSAT avec injection de GADO. 3 signes sont à rechercher. On peut trouver de l'atrophie sur les séquences T1 avec une diminution du volume des masses musculaires. On peut trouver l'infiltration graisseuse qui va se présenter sous forme d'hypersignaux linéaires au sein des masses musculaires sur les séquences T1. Et l'inflammation, on la met en évidence sur les séquences TIR avec la prise de GADO, de contraste sur le FATSAT. Et l'IRM est en fait devenu un examen incontournable en général dans les maladies musculaires et dans la myosite, si on a les signes inflammatoires avec leur distribution sur les groupes musculaires, c'est très utile et ça peut même orienter la biopsie musculaire. Donc voici un exemple d'image, ici avec en fait les signes d'inflammation ici sur la séquence STIR spontanée avec prise de GADO. Donc là, indéniablement, il y a un foyer
inflammatoire. Ici, c'est de l'infiltration graisseuse, ces lignes blanchâtres au sein des muscles, des masses musculaires. Là, il y a une grosse atrophie, diminution de la masse musculaire, plus une dégénérescence graisseuse. Maintenant, ces aspects ne sont pas spécifiques de myosite non plus. Donc, il y a un diagnostic différentiel IRM. On peut avoir ces aspects dans un traumatisme musculaire. Et j'ai mis en gras, traumatisme, c'est évident quand il y a une histoire traumatique, mais on a souvent des malades qui ont des tableaux qui ressemblent à des myosites suite à un effort physique intense soutenu. Et on peut avoir à l'IRM ce type d'aspect. Donc, ce n'est pas du tout spécifique. Il faut tenir compte du contexte et on peut même parfois aller jusqu'à biopsier ces zones pour savoir ce qu'on trouve. Parce qu'un simple œdème musculaire peut donner les aspects qu'on a vus en séquence tir. D'énervation aussi peut donner les mêmes aspects. Et puis les affections musculaires génétiques peuvent aussi donner ce genre d'aspect particulier, la maladie de Pompe, glycogénose, déficit en maltase acide, et puis certaines dystrophies musculaires qui posent un réel diagnostic différentiel quand elles sont riches en infiltrats inflammatoires, et ça peut donner ces aspects au niveau de l'IR. On passe au diagnostic histologique, qui est en fait quand même une étape clé dans le diagnostic des myosites. Et le site de biopsie est mieux orienté par l'EMG. Ça veut dire qu'on va biopsier là où on a eu le plus d'activité de repos, et ou bien par l'IRM, là où il y a eu l'hypersignal et la prise de Gadot. Quand c'est un site qui est accessible à la biopsie, ça va être plus rentable sur le plan de... On va chercher les infiltrats inflammatoires, leur situation au niveau du muscle, le type d'infiltrat inflammatoire, l'atrophie périfasciculaire, les vacuoles bordées, puis c'est très important de faire l'immunomarquage pour les HLA1 et 2 et les dépôts de compléments qui vont être extrêmement importants. Alors, dans cet article que je vous recommande, qu'est-ce que j'ai fait là ? On va fermer ça. Je ne vois plus l'écran ici. Donc, dans cet article que je vous recommande, où il y a une bonne classification des différents aspects de l'atteinte. Voilà, c'est bon, merci. La classification des différents patterns qu'on peut avoir en histologie. Donc le premier pattern, c'est celui-là où on a aussi bien de l'atrophie que de l'infiltrat, mais autour des faisceaux. Donc c'est périfasciculaire. On le voit très bien ici. On est autour des faisceaux, parfois même périvasculaire. Et ça caractérise la dermatomyosite et le syndrome des antisynthétases. Dans celle-ci, la première, on aura HLA1, dans la deuxième HLA2 et les dépôts des compléments dans les deux. En particulier, là, dans la dermatomyosite, c'est périvasculaire. Le deuxième pattern histologique, c'est la myosite nécrosante. Ça caractérise la myopathie nécrosante auto-immune avec surtout de la nécrose. Ça, ce sont des fibres atrophiques et de l'infiltrat qui est assez discret autour des fibres, et on peut avoir un marquage HLA1 et le complément. L'inflammation endomysiale, cette fois-ci, on est au sein des fibres musculaires avec de l'atrophie de l'infiltrat inflammatoire périmésial autour des fibres musculaires, et ce sont des lymphocytes T de type CD8. Ça caractérise les polymyosites où en fait, l'inflammation ne passe pas par les vaisseaux. Il n'y a pas de nécrose très importante et le marquage concerne HLA1. Les myosites à inclusion sont définies par l'existence de ces inclusions, des vacuoles bordées au sein du muscle. On peut avoir un peu d'infiltrat très discret, voilà. Et puis, enfin, les formes qu'ils ont classifiées comme non spécifiques, qui peuvent avoir en fait des infiltrats périmésiales ou périvasculaires et qui peut se voir chez les malades qui ont une connectivité. Alors, il y a aussi un diagnostic différentiel histologique. Même ces aspects-là, on peut se faire avoir dans certaines étiologies, surtout myosite infectieuse, hémopathie maligne, mais surtout, et on va le voir, je l'ai choisi comme cas clinique didactique, les myopathies héréditaires. Certaines formes peuvent vraiment avoir beaucoup d'inflammation dans le muscle et on peut se faire avoir et les considérer comme myosites.
Dans les cas où on a une nécrose-régénération sans infiltrat inflammatoire, là aussi on peut trouver des myopathies toxiques, dysthyroïdies, mais aussi les dystrophies musculaires génétiques. Et ici, l'immunomarquage au niveau histologique prend quand même toute sa valeur parce que ça, quand c'est positif, ça fait pencher le diagnostic plus vers la myosite. On arrive au diagnostic immunologique, qui est en fait quand même la nouveauté en ce qui concerne le diagnostic des myosites. 80% des myosites ont des anticorps spécifiques positifs. Et on a identifié plus de 20 anticorps différents. Il y a des kits diagnostiques disponibles, donc là vous pouvez demander au laboratoire de vous faire la recherche des anticorps en demandant le panel myosite, parce qu'on va vous faire la liste de ce que je vous ai demandé. Et on va voir qu'en fait chaque anticorps est souvent lié à un phénotype particulier, donc il y a un intérêt diagnostique et pronostic aussi quand on a ces anticorps, donc ça peut être intéressant de les connaître. Donc voici la liste des anticorps, et là, jusqu'ici, ce sont les anticorps spécifiques des myosites. Avec, au début, j'ai mis les anticorps anti-RNA synthétase parce que les anti-GO1 étaient les premiers identifiés comme spécifiques des myosites, c'est 30% des myosites. Il y a tous les autres, mais principalement PL7 et PL12 qui peuvent être positifs, mais les autres, c'est en fait beaucoup plus rare. Il y a ceux qui sont spécifiques des dermatomyosites. Il y a 5 classes d'anticorps. On va en fait voir quelques particularités. Il y a 2 types d'anticorps spécifiques des myosites auto-immunes nécrosantes. Et il y a un anticorps maintenant pour les myosites à inclusion d'origine inflammatoire. Et puis il y a tous les anticorps non spécifiques qui caractérisent en fait le syndrome d'échevauchement avec les conjonctivites mixtes. Donc si on regarde quelques caractéristiques selon... Dans le syndrome des antisynthétases, on a les mains de mécaniciens qu'on a vu tout à l'heure, souvent l'atteinte pulmonaire interstitielle. C'est souvent résistant au traitement. Et puis retenez que si vous avez JO1 plus RO52, là ça sort de l'écran malheureusement, c'est la dernière ligne ici, c'est souvent paranéoplasique et de mauvais pronostic. Pour les dermatomyosites, MI2, c'est dire dermatomyosite classique de bon pronostic. Et les autres, celle-ci MDA5, il y a souvent une atteinte articulaire. Et puis surtout, ce que j'ai mis en rouge ici, les anticorps TIF1 et NXP2, c'est ceux qui caractérisent les formes paranéoplasiques chez l'adulte. Ils peuvent être positifs chez l'enfant, mais sans association au cancer. Et puis, les formes nécrosantes auto-immunes, là, les HMGCR, c'est les formes induites par les statines. Elles peuvent également être paranéoplasiques. Les myosites à inclusion, c'est un anticorps qui n'est pas recherché de façon fréquente. Et puis, dans les syndromes de chevauchement, on peut avoir des anticorps qui caractérisent certaines conjonctivites comme la sclérodermie, le lupus, etc. Bon, toujours dans l'article de tout à l'heure, cette classification aussi intéressante qui permet de classer les myosites selon selon la forme clinique, les anticorps associés, et puis le fait que dans certains groupes, vous allez avoir surtout des signes extramusculaires. Et là, le côté orange et rouge va concerner beaucoup plus le neurologue parce que on va avoir beaucoup plus une atteinte musculaire que le reste des atteintes. Donc les dermatomyosites, avec ce qu'on vient voir comme type d'anticorps, les antisynthétases, les formes associées de chevauchement, et puis il y a les nécrosantes auto-immunes et puis les myosites à inclusion. Voilà, donc avec les anticorps qui y sont associés, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. Pour les critères diagnostiques, je vais passer en fait rapidement, je ne vais pas les détailler. C'est juste pour vous dire que depuis Boran et Peter, où en fait c'est les critères qu'on a utilisés très longtemps, il y a eu toute une évolution des critères diagnostiques et on a progressivement introduit l'IRM et les anticorps spécifiques dans les critères diagnostiques. Les plus récents, c'est ceux de la Ligue européenne du rhumatisme et l'association américaine contre le rhumatisme, qui en fait a défini, ça c'est les critères de Boran et Peter, et qui a défini des critères où on tient compte en fait d'un certain nombre de signes cliniques. On a inclus le déficit des muscles extenseurs du cou, quelques signes cliniques de façon particulière,
et puis aussi l'existence d'anticorps, mais étonnamment, ils ne mettent que les anti-JO1. Ça peut être une critique qu'on peut apporter, mais dans ce set de critères, vous mettez un score à chaque fois que vous avez un signe clinique. Vous pouvez vous connecter et mettre les signes cliniques de votre malade, et ça vous donne le score, et ça vous donne le type ou la classe de myopathie inflammatoire que le malade peut avoir. Moi, je trouve que c'est bien, donc vous pouvez très bien l'utiliser. La seule critique que je vous ai dit, c'est que on aurait pu inclure les autres anticorps spécifiques des myosites. Alors, c'est dû au fait que ce n'est pas de pratique très, très étendue. C'est assez récent, on arrive à avoir le panel dans pas mal de laboratoires. Là, chez nous, c'est envoyé en fait en France chez Cerba au Biomnis, et vous pouvez l'avoir. Et je pense que ça coûte vers les 2500-3000 dirhams. On va voir rapidement les caractéristiques des sous-groupes de myosites, et je les ai définis tout à l'heure. Donc il y a la dermatomyosite et dermatomyosite juvénile, le syndrome des antisynthétases et les myosites de chevauchement, les myosites auto-immunes nécrosantes, les myosites à inclusion et les myosites non spécifiques. Alors, les dermatomyosites et les formes juvéniles également ont un début souvent aigu subaigu, avec un tableau classique, comme ce qu'on vient de voir, les lésions cutanées classiques. Donc, le diagnostic n'est pas du tout difficile. Et je vous ai dit, en fait, que souvent, ils ne viennent pas chez le neurologue, ces malades. C'est soit le dermato ou le médecin interniste. Vous avez vu tout à l'heure tous les anticorps qu'on peut avoir, et rappelez-vous qu'avec MDA5, vous pouvez avoir l'atteinte pulmonaire interstitielle, qui est un facteur pronostique et de mauvaise réponse au traitement. Et dans les TIF 1, gamma et NXP2, c'est les formes associées au cancer. Bien sûr, voilà, je ne reviens pas sur l'aspect histologique. Traitement corticoïde, ils répondent souvent, sinon on peut avoir besoin de recourir aux immunosuppresseurs, et les formes avec de fortes lésions cutanées répondent très bien aux immunoglobulines intraveineuses. Dans l'atteinte pulmonaire, on peut avoir besoin d'utiliser le rituximab, cyclophosphamide et immunoglobulines intraveineuses. Ils répondent très bien au traitement en général, sauf mauvais pronostic, l'association au cancer ou à l'atteinte pulmonaire. Le syndrome des antisynthétases et les myosites de chevauchement, c'est souvent aigu subaigu. Parfois, l'évolution est chronique quand même habituellement. Les signes extramusculaires, les antisynthétases, c'est la main des mécaniciens, syndrome de Raynaud, l'atteinte pulmonaire également. Et puis les anticorps, on les a vus tout à l'heure, anti-JO1 majoritairement. S'ils sont associés à RO52, là, c'est une paranéoplasique possible. Et puis le traitement, comme les autres en fait, avec une réponse généralement positive, sauf si cancer ou atteinte pulmonaire. Les myosites nécrosantes auto-immunes, c'est souvent aigu subaigu, atteinte proximale, très très rarement extramusculaire. Et puis le traitement, réponse bonne ou modérée, mais souvent on a besoin de faire une escalade thérapeutique vers les immunosuppresseurs, parfois rituximab. En fait, les traitements, c'est à peu près les mêmes escalades, quelle que soit la forme. Myosite à inclusion, j'ai mis cette image qu'on avait dans le continuum qui était sur la question, juste pour rappeler la distribution très particulière des myosites à inclusion, avec une atteinte préférentielle des quadriceps et particulièrement les vastes internes aux membres inférieurs, et les fléchisseurs superficiels et profonds des doigts. Donc là, le malade a du mal à plier les dernières phalanges, voilà, avec une amyotrophie de ces fléchisseurs au niveau des avant-bras. Donc une distribution particulière, souvent adulte masculin de plus de 50 ans, avec à la biopsie les aspects particuliers qu'on a vus, et surtout les vacuoles bordées. Et donc là, l'évolution est chronique, progressive, avec ces distributions particulières. On peut avoir les anticorps, mais je pense à ma connaissance qu'ils ne sont pas encore faits de façon routinière. Et au niveau de la biopsie, on a vu les aspects tout à l'heure. Et les traitements, ce sont des malades qui répondent pas du tout au traitement. Donc en fait, quels que soient les traitements essayés, on est toujours dans les traitements palliatifs. Il y a eu quelques cas qui répondent bien aux immunoglobulines intraveineuses. Et enfin, les formes non spécifiques,
qui peuvent être aigus ou subaigus avec cet infiltrat endomysial qu'on appelait anciennement polymyosite. Voilà, donc en fait, ils répondent généralement favorablement au traitement. On a rarement besoin de faire l'escalade thérapeutique, mais ça peut être nécessaire. Alors, une diapositive pour parler des myosites et cancers. Quand est-ce qu'il faut y penser? Il faut y penser quand vous avez une dermatomyosite chez l'adulte. D'autant plus si vous avez les anticorps anti-NEPX et TF1, quel que soit gamma, alpha, positif. Ça, on s'acharne à chercher le cancer. Aussi dans les formes myosites necrosantes auto-immunes, surtout si vous avez les anticorps anti-HMGCR. Aussi dans certaines formes séronégatives, parce que là c'est seulement 30% de ces formes-là. Les antisynthétases, si vous avez anti-GO1 plus RO52. Donc voilà les formes où il va falloir s'acharner à chercher le cancer. De toutes les façons, si vous n'avez pas les anticorps, dermatomyosite, il faut chercher le cancer chez l'adulte. Chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Alors le risque est le plus élevé d'association, c'est 1 an avant et après le diagnostic. C'est dans l'année. Et il faut, si vous avez un bilan négatif, continuer à faire le bilan 3 ans après le diagnostic. Un bilan régulier. Donc les cancers, c'est surtout poumon, sein, ovaire et lymphome. On fera un bilan de dépistage au moins 1 fois par an pendant 3 ans. Donc c'est le scanner TAP. Si vous avez ces formes hautes suspicion, il faut faire le PET scan. Et les marqueurs tumoraux également. Et puis aussi, selon ce qu'on va suspecter, on fera d'autres examens pour chercher le cancer. C'est très important parce que je vais illustrer par cette observation malheureuse de cette dame qu'on a vue en juin 2008 avec un tableau de dermatomyosite. Elle avait les lésions cutanées, la faiblesse des muscles du cou, l'atteinte des ceintures. Le tableau, en fait, il posait aucun problème dans l'atteinte inflammatoire. Bien sûr, on n'avait pas fait le panel myosite. Il y avait les anti-GO1 qui étaient négatifs. On avait fait juste un TAP qui était négatif. Elle s'est bien améliorée sous corticoïdes. Elle a récupéré une bonne autonomie motrice. Il y a eu besoin, à cause d'une corticodépendance, de mettre l'azatioprine. Mais en fait, en janvier 2011, 3 ans après, elle déclare une tumeur du sein qui était déjà métastasiée. Et donc, c'est clair que c'est une patiente que nous n'avons pas explorée comme il faut pour chercher le cancer. C'est pour ça que je veux illustrer. C'est-à-dire que si on a une dermatomyosite, il faut quand même faire le bilan régulièrement. Je pense qu'on aurait pu diagnostiquer son néo du sein parce que malheureusement, elle est décédée en août 2011, 3 ans après la déclaration de la dermatomyosite. La physiopathologie, c'est les mécanismes habituels des maladies auto-immunes, médiation cellulaire ou par les lymphocytes B, chez des malades souvent avec une prédisposition génétique, et il y a l'intervention de facteurs environnementaux qui vont être les triggers de cette réponse auto-immune, et bien sûr les cancers aussi. Et donc voilà, donc on a ces différents facteurs qui vont déclencher la maladie. On a vu tout ce qu'il faut pour faire le diagnostic entre la clinique, l'IRM, la biopsie et le bilan immunologique, et puis la prise en charge thérapeutique qui va comporter un certain nombre d'aspects. Voilà, donc le traitement de première ligne dans tous les articles, c'est toujours les corticoïdes, 1 mg kilo par jour jusqu'à l'état stable pendant en fait à peu près 3 mois ou plus s'il le faut. Il y en a qui mettent au début un bolus de Solu-Medrol et on va diminuer progressivement, mais très progressivement, et on maintient souvent une dose de 5 mg par jour qui est très souvent nécessaire chez les patients avec myosite. L'escalade, deuxième ligne, c'est les immunosuppresseurs, méthotrexate, azatioprine, mycophénolate mofétyle, ce sont les deuxièmes lignes dans la majorité des articles. On l'associe aux corticoïdes, et ça permet aussi de réduire les corticoïdes. Troisième ligne, c'est les immunoglobulines intraveineuses, cyclosporine, et puis sinon c'est rituximab et cyclophosphamide chez les malades qui ne répondent pas. Le suivi se base principalement sur la clinique, c'est le testing musculaire, on va voir dans les guidelines japonaises, et le dosage des CPK.
Et aussi, on peut contrôler les anticorps chez les patients qui sont séropositifs. Associé, bien sûr que les myosites à inclusion sont exclus de ce traitement parce qu'elles ne répondent pas. Et puis, associé à ce traitement, il faut toujours associer une kinésithérapie. J'ai trouvé pas mal d'articles sur une rééducation, une réadaptation qui est adaptée aux malades atteints de myosite et ça leur donne un meilleur pronostic fonctionnel, à côté, bien sûr, des traitements symptomatiques. Alors, j'ai trouvé 2019 guidelines japonaises, c'est celles qui m'ont semblé de véritables conférences de consensus qui ont réuni les associations de neurologues, rhumatologues, dermatologues et médecins internes japonais. Et ils ont un peu répondu à 25 questions. Là, je ne vous donne que quelques aspects, mais en fait, l'article est vraiment intéressant à lire avec les facteurs pronostiques qu'ils ont mis, en fait, l'âge avancé, délai thérapeutique. Bien sûr, les choses déjà connues, la dysphagie, le cancer, l'atteinte pulmonaire, la cardiopathie, l'atteinte musculaire sévère dès le début. Le taux de CPK n'est pas un facteur pronostique. L'utilité des anticorps, oui, ils les retiennent avec un grade A dans le diagnostic et dans le suivi. Meilleur indicateur de suivi sous traitement, c'est le TC musculaire et le CPK. Il y en a qui ajoutent l'IRM comme élément de suivi. Et puis, traitement de première ligne, en fait, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'on a vu. Il y a certains cas rares où on peut arrêter définitivement le traitement. Et pour faire la différence entre atteinte musculaire due à la myosite et celle induite par les corticoïdes, ceux qui retiennent, c'est le dosage des CPK, l'activité de repos à l'EMG, avec en fait une évidence qui n'est pas très élevée. Et puis l'indication des immunosuppresseurs, c'est la résistance au traitement et surtout l'atteinte pulmonaire. Voilà, les immunoglobulines intraveineuses, ça marche bien dans les dermatomyosites résistantes et celles où il y a une atteinte pulmonaire. Et les bons marqueurs de rechute, c'est le dosage des CPK et aussi l'apparition de nouveaux foyers inflammatoires à l'IRM, bien sûr l'aggravation clinique. Donc en conclusion, on retient que c'est un groupe de maladies hétérogènes. Retenez les sous-types, je pense que ça rend les choses un petit peu plus claires, que c'est quand même des malades qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, ça touche quand même à pas mal de systèmes en dehors du muscle. Le diagnostic fait appel à en fait ce qu'on a vu, la clinique, les CPK, l'IRM musculaire, le kit des anticorps myosite et l'histologie. On peut grâce à ça diagnostiquer le sous-type et j'ai insisté je pense sur le dépistage des formes paranéoplasiques et c'est le fait de faire ce diagnostic précis permet aussi de se prononcer un peu sur le pronostic et peut-être de se dire je vais faire l'escalade thérapeutique rapidement, je ne vais pas attendre que le malade rechute ou s'aggrave alors qu'il est encore sous corticoïdes. Donc voilà quelques articles qui m'ont semblé intéressants avec de bonnes mises au point, c'est ceux que j'ai utilisés à côté des guidelines japonaises. Je vous remercie.